Salut à toutes et à tous, l'été s'achève et le blackface refuse de mourir. Enlevez vos wigs, tout va bien se passer, vous écoutez le Chip. Aujourd'hui, comme toujours, je suis Kevin Donna. Et je suis accompagné de Mélanie Wonga. Salut Kevin Donna. Et de François Oulac. You ain't got the answers, Kevin. You ain't got the answers. Classique. Et d'un invité de qualité, Lionel Meyer. Bienvenue Lionel. Hello, merci beaucoup. Alors c'est la rentrée, on revient gonflé à bloc. On est de retour dans le podcast jeu pour une 4e saison pour casser des bouches et bousculer des mamies. Ah bon? Ouais, t'es vénère. Qu'avez-vous fait de vos étés les amis? Personnellement, j'ai travaillé, j'ai pris une semaine de vacances. T'as été où? J'étais en Bretagne, ouais. La Bretagne, ça vous gagne. Ouais, mais du coup, je conseille pas 1 sur 10, partez en vacances. Ok, François, l'été? Pareil, j'ai bibi tout l'été, j'ai travaillé sur des projets perso, notamment un projet de podcast que j'ai envie de lancer là. Je suis en train Teasing. Oh, wow. Non, mais c'est un petit truc solo que je vais faire à côté. Hein, bon. J'ai hâte de voir ça. C'est ça, il prépare son projet solo. Aujourd'hui, on reçoit Lionel. Lionel, tu vis à Toronto, au Canada depuis 2 ans, tu es publiciste. C'est bien ça. Tu représentes des artistes noirs. On a eu envie de te recevoir pour parler de plein de trucs, mais avant ça, on va commencer par notre rubrique phare, le trash ou iconique. On commence avec Mélanie. Tu veux nous parler de la rappeuse Cupcake sur Twitter? Ouais, alors en fait, j'ai eu un petit souci avec ce trash iconique parce que j'étais partie sur un iconique, mais il s'est passé un truc cette nuit. Ah. Donc, comme j'ai fait nuit blanche, ça tombe très bien. Je vais pouvoir vous donner en temps réel ce qui se passe. En fait, Cupcake, c'est une rappeuse américaine de 22 ans dont on a déjà parlé dans le Chip grâce à François, notamment. Tout à fait. Donc, c'est une rappeuse qui rappe beaucoup sur le sexe, qui a une grande gueule et un humour assez décalé dans ses textes. Cupcake, exactement. Et je voulais parler d'elle parce qu'elle avait décidé de se lancer dans une Twitter beef. Et je trouvais ça marrant parce qu'elle s'était lancée avec une pop star. C'était un peu graveleux, c'était super drôle. Je trouvais que c'était iconique. Et je mettais ça un peu en parallèle avec Azalea Banks. Parce que Azalea Banks, pareil, récemment, elle a bitché sur Rihanna. Il y a eu tout un truc. Elle a fait une vidéo où elle avait la perruque à l'envers et elle disait que Rihanna était grosse, qu'il fallait pas qu'on ait des idoles noires grosses. Enfin, ouais. Elle partait complètement en live. Je me souviens, il y a 2 ans, quand il y avait des gens qui disaient « Ouais, Rihanna, elle a grossi. » T'as dit « On s'en fout de vos érections. Laissez Rihanna, elle est parfaite comme elle est. » Voilà. Ficana, c'est la meilleure version de Rihanna. Mais là, c'est vrai qu'elle était vraiment partie dans un truc, Azalea Banks, où tu voyais qu'elle était pas bien, en fait. Tu voyais qu'elle était dans une cave avec un mec derrière elle qui l'a filmé. Enfin, c'était très chelou. Donc, j'avais pas envie de tirer sur l'ambulance. Et je trouvais le truc de Cupcake assez drôle. Donc, ça a commencé par un tweet où Cupcake dit « Votre chouchoute qui faisait partie de ce petit groupe pop est raciste, mais on le savait. We be new. » Et donc tout de suite, Internet a commencé à s'agiter un petit peu. Moi, j'ai tout de suite compris qu'elle parlait plus ou moins de Camila Cabello. Je ne sais pas si vous connaissez. La chanteuse qui chante Havana, Señorita et tous ces trucs-là. All these years. Excusez-moi, c'est ma femme. Et donc, Camila Cabello faisait partie du groupe Fifth Harmony avec, entre autres, Normani, dont on a déjà parlé, qui est ma chouchoute. Et Camila, ça a été la première à partir du groupe parce qu'elle voulait être solo, c'était une star, et elle s'entendait pas en plus avec les autres filles. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que son iCloud a été hacké et on y a trouvé des messages personnels qu'elle envoyait à ses amis. Et dans ces messages, aux surprises, elle utilise le N-word, elle rigole au N-word de ses amis et notamment, elle appelle Obama le N-word et ses amis lui disent « Ouais, et puis dans ton groupe, de toute façon, t'en as une aussi. » Et elle est morte de rire et en gros, il y a plein de conversations comme ça. Et du coup, ça avait fait un mini scandale à l'échelle des fans de Fifth Harmony. Et c'est pas rien du tout. Attends, quand même. Hein. Elle s'était pseudo-excusée vite fait en passant, en disant « Ouais, mais j'étais jeune et tout. » Mais voilà, les fans se sont montés contre Normani et du coup, ont harcelé Normani sur les réseaux en postant notamment des photos de lynchage avec la tête photoshopée de Normani dessus. Quoi. Ça va loin. Donc c'était un peu chaud quand même. Et du coup, Camila correspondait vachement au tweet de Cupcake. Et ensuite, Cupcake tweet « Oui, celle qui sort avec le joli gay, là. » Donc là, elle parle de Shawn Mendes. Je vous tiens vraiment au courant. Ils en parlent de Shawn dans Keep It. Exactement. Qui est canadien. Hein, tout à fait. Encore un. Qui est un chanteur donc qui a des hordes de fans et qui sort effectivement avec Camila. Mais il est régulièrement démenti être gay. Et avec Camila, ils ont même posté une vidéo immonde que vous avez peut-être vue où il se roule une pelle dégueulasse avec la langue dans le nez. Bon, bref. Pour prouver que voilà, il est tout à fait hétéro. Bon, hein, voilà. Donc Cupcake a mis 2 uppercuts. Numéro 1, oui sis, j'ai baisé ton mec et je l'ai fait exprès parce que tu es raciste. That's the tea.
Donc voilà, je trouvais ça assez génial. Je me disais, ouais, ça veut dire que dès qu'on trouve quelqu'un raciste, on peut baiser son mec ou sa meuf. Putain, ça serait peut-être un outil pour résoudre la situation jusqu'au bout, quoi. Je crois que t'as pas mis la fin du tweet, par contre. Parce qu'elle a aussi dit qu'il avait... J'ai pas fini. Ah ok, excuse-moi. Deuxième tweet, ça c'était le premier tweet. Deuxième tweet, elle dit, elle tripe sur un mec dont la bite fait la taille d'une de mes dents de lait. Get the fuck out of here. Oui, c'était ça. Donc voilà, là tout de suite je me suis dit, est-ce que je stan ou pas? Enfin voilà quoi, faut savoir que la fanbase de Camila Cabello c'est l'une des pires d'internet, 9,5 millions d'abonnés sur Twitter, je ne sais pas combien sur Instagram, et celle de Shawn Mendes c'est 23 millions d'abonnés sur Twitter quand même. Donc tout de suite ils ont commencé à contre-attaquer sur Cupcake, à lui dire vas-y espèce de grosse, suicide-toi machin. Mais Cupcake avait l'air de s'en foutre, elle a posté une vidéo de Normani avec la chanson Hose Mad en fond, sonore. Et elle a dit de toute façon, vous auriez dû le faire depuis longtemps, c'est des racistes et tout. Donc là, j'avais une fin un peu rigolote, mais en fait, il se trouve qu'elle a posté un autre tweet cette nuit en disant venez sur mon Instagram Live et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je suis allée sur son Instagram Live et elle a posté une vidéo de 20 minutes où elle est dans un lit, entourée dans sa couette, en train de pleurer, en disant en fait, j'arrête la musique, je prends ma retraite, j'arrête ma tournée parce que ma musique dévoie les gens en fait. Ma musique, j'ai vu des vidéos de petits enfants de 11-12 ans qui dansaient dessus alors que je parle de trucs horribles et sexuels. En fait, je suis envoyée par le démon, j'arrête tout. Et puis de toute façon, je suis obèse, personne me soutiendra, elle pleure et tout. Enfin, c'est horrible. Donc je pense qu'en fait, on est dans le même cas qu'avec Azealia Banks. On est dans un cas d'une jeune femme noire dans l'industrie de la musique qui est complètement broyée psychologiquement en fait et qui va pas bien du tout et qui le fait savoir à travers des espèces de rentes sur les réseaux sociaux qui sont assez flippants. Donc en fait, c'était un iconique à la base. Ça devient un trash parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire pour ces jeunes femmes. En fait, Azealia Banks, j'avais même pas envie d'en parler parce que qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois bien que la fille est pas bien. Et là, en fait, c'est le même cas. Donc voilà, est-ce qu'il y a une question à se poser sur l'industrie parce que sur les smartphones, je pense que ces gens-là, faut vraiment leur enlever le téléphone et les réseaux sociaux. Mais là, il y avait quelqu'un qui l'a filmé, quoi. Mais je sais que c'est pas des vrais amis, c'est pas des vrais amis. Putain, ça m'a brisé le cœur. Donc voilà, quoi. Get well soon, je sais pas. Fais-toi aider, les deux, faites-vous aider. Ouais, enfin, elle a juste baisé avec le gars de Camila Cabello. Non, mais c'est pas la même gravité que ce que fait. Non, mais dans la vidéo, tu vois vraiment une fille qui va pas bien, en fait. Elle avait déjà dit qu'elle arrêtait la musique il y a quelques mois et qu'elle avait failli se suicider. Donc c'est vrai qu'elle a des problèmes de longue date. Elle en parle. Elle dit ouais, là je sais que je l'ai déjà fait une fois, mais là c'est pour de bon. Je vais supprimer tous mes comptes, je vais enlever ma musique d'internet. Oubliez-moi. C'était dur. Donc voilà. C'était dur. Petit trash. Et moi, mon premier iconique de la saison, c'est pour Lilian Thuram, le Robert Mugabe de Pointe-à-Pitre. Je reviens en quelques mots sur l'affaire. Début septembre, il y a un joueur noir de plus qui a été pris à partie par les tifosi en Italie. Cette fois, il s'agissait de Romelu Lukaku, un joueur belge d'origine congolaise qui en fait a subi des cris de singe lors d'un déplacement en Sardaigne à Cagliari. Donc, il joue pour l'Inter de Milan. Et ce qui est assez hallucinant dans cette affaire, c'est que cette fois, c'est les supporters de son propre club qui ont tenu à le recadrer, puisque le joueur avait exprimé son agacement. Il a eu droit à un communiqué des supporters de son propre club. Je vous résume en 2 mots. Tu dois comprendre que l'Italie n'est pas comme beaucoup d'autres pays européens où le racisme est un vrai problème. Nous comprenons que tu aies pu le croire, mais ce n'est pas le cas. En gros, il explique que c'est du folklore et que eux, ils sont multi-ethniques, mais que parfois, ils font des bruits de singe pour on jette des bananes. Déstabiliser les joueurs adverses et que peut-être ils le referont. Et en fait, c'est là qu'intervient Tonton Lilian, qui a joué 10 ans de 96 à 2006 en Italie. Donc, il donne une interview au Corriere dello Sport et là, il tient des propos insoutenables. Si vous avez des âmes sensibles, des âmes fragiles, éloignez-les du poste. Les Blancs se croient supérieurs aux Noirs, c'est ce qu'il a dit. Et là, emballement médiatique à la française, vous savez. Comment ça ? La France, pays où il n'y a pas de race, pas de communauté, pas de identity politics, mais toutes les semaines, il y a voile, viande halal, non-mixité, blackface, Éric Zemmour en sujet. Donc là, évidemment, on a commencé à dire que Lilian Thuram représente le suprémacisme noir en France. On a eu une magnifique couverture de Valeurs Actuelles. Alors je l'ai pas acheté, j'ai posé avec dans un kiosque à journaux, mais j'ai pas acheté Valeurs Actuelles qui a titré la semaine dernière sur les racistes anti-blancs. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon opinion là-dessus, c'est que Lilian Thuram n'est pas un radical, bien au contraire. Il est dans un engagement, un combat antiraciste depuis une 20aine d'années. C'est assez rare en fait dans les gens du milieu, les gens du sport en fait font des spots de pub pour dire no to racism, mais en vrai ils s'en foutent un peu et ils prennent jamais position. Politique, quoi.
Thuram, c'est un peu différent. Thuram, il s'engage, il discute avec des chercheurs, il fait des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, du grand public, fait etc. Tu sais, au Memorial Act, donc le musée sur l'esclavage à Pointe-à-Pitre, justement, il a commissionné une sorte d'exposition sur les os humains, qui ont été le premier contact de l'Afrique et de l'Occident. Donc Thuram fait plutôt partie de ceux qui sont toujours dans le dialogue et que si pour vous c'est ça un radical, vous n'avez pas encore rencontré les radicaux. On a fait un épisode avec Nick Conrad, je vous le conseille, qui n'est pas radical et qui lui-même dit qu'il n'est pas radical. Pour la saison 4, on va voir qu'est-ce qu'on en dit. On va vous amener des penseurs à la peine pour parler radicalisme. Mais non, moi ce que je voudrais mettre en avant, c'est la sortie toujours hilarante de Pierre Ménès, donc journaliste sportive, qui a expliqué que le vrai racisme dans le sport, c'est le racisme anti-blanc, qu'il n'y a qu'à se balader le dimanche sur les terrains de foot en Ile-de-France et il n'y a que des noirs, et si on voit un blanc, c'est qu'il est gardien ou arrière droit et qu'en fait on lui passe pas la balle, ils peuvent pas réussir dans le sport. Et donc Pierre n'a rien à dire, il ne se balade jamais dans les quartiers d'élite de Paris entre Henri IV et Louis-le-Grand, où on ne voit pas beaucoup de jeunes issus de la diversité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on retient de ça ? Moi, ce que je pense, c'est que les Blancs peuvent s'en sortir, mais qu'il faut qu'ils arrêtent un peu cette tradition victimaire. Je pense que c'est possible pour un Blanc de s'en sortir dans le sport. Il faut juste un changement d'attitude, se redresser les manches et se mettre à courir. Arrêter la victimisation. Alors oui, on va me parler de 2010, de Nice Night, de Johan Gourcuff, qui a été un peu bolossé par les racailles islamisés. Mais en vrai, je pense que c'est possible et qu'en arrêtant de se plaindre, les Blancs aussi peuvent percer dans le football. Et je vais terminer sur ce message d'espoir et d'empowerment. Il y a eu Eminem, non ? Il y a eu Eminem dans le foot. Il y a eu Eminem dans le foot. J'ai hésité là, Eminem dans le foot, je me dis. Non, Eminem dans le rap, pardon. On pourra peut-être espérer voir la même chose. Peut-être le nouveau N'Golo Kanté, je ne sais pas. Voilà. Force à vous les Blancs. Léonel. Oui. On t'a pas beaucoup entendu pendant Trash iconique. Bah écoute, j'écoute. Tu écoutes. J'écoute. Tu prends les nouvelles de la France. Exactement. Il écoute et il apprend. C'est ça. Écoute, on s'est connus par Instagram. Tu m'as envoyé un message très gentil il y a quelques... Slidé dans les DM. Exactement. C'est ça, il a slidé dans mes DM, on peut le dire. Et donc en gros, on a déjeuné ensemble et on a commencé à discuter. Et je trouvais ça cool que tu viennes discuter avec nous, parce que du coup, ça fait donc 2 ans que tu vis à Toronto. C'est ça, ouais. Ça fait 2 ans que je suis parti de Paris pour Toronto. Ouais. Alors déjà, je vais te présenter un peu ton background. T'es d'origine camerounaise, c'est ça ? C'est ça, ouais. T'es né au Cameroun. Et donc j'ai suivi ma famille à l'âge de 8 ans, donc en France, où j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler et puis je suis parti à Toronto. Ouais. T'es passé par plusieurs endroits en France, c'est ça ? Ah, c'est ça, ouais. J'étais dans le Limousin aussi. Enfin, j'étais principalement à Paris et puis j'étais en pension dans le Limousin au collège avec mes sœurs. On est parti là-bas pendant un peu moins de 2 ans. Donc voilà, découvrir un petit peu autre chose que Paris. La vraie France. Intéressante expérience. C'était vraiment... j'avais droit à des questions, mais je n'oserais même pas... Je ne sais même pas par où commencer. Pourquoi le Canada ? Pourquoi Toronto, d'ailleurs ? Toronto, parce que c'était, si tu veux, pour moi, c'était un peu le juste milieu. J'ai toujours été attiré par les États-Unis. Je l'assume complètement. Et c'est vrai que Toronto, c'était vraiment le juste milieu entre les États-Unis et puis le fait que j'ai toujours aussi voulu partir, en fait, voir autre chose. D'accord, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu plus tard, le fait que le Canada représente une forme de nouveau rêve américain pour beaucoup de gens en Europe, et notamment pour les personnes noires. Mais déjà, quand t'es arrivé, du coup, il y a 2 ans, c'était quoi ton premier contact avec des personnes noires là-bas ? Disons, c'est quand même assez, c'est très franc. C'est très franc. Il y a le rapport est complètement différent de celui qu'on peut avoir ici, c'est-à-dire qu'on va vraiment au contact de l'autre. Et puis cette connexion, de par le fait que nous soyons tous les deux noirs et que nous avons, si tu veux, à peu près la même histoire en termes des différentes. Alors, je vais faire attention de ne pas me placer en tant que victime, mais voilà, en termes d'injustice. Donc, si tu veux, ça connecte, ça clique tout de suite, et les gens sont beaucoup plus ouverts à ce niveau-là, quoi. Et est-ce qu'il y a des communautés comme aux États-Unis, un peu, les gens ? Ouais, il y a pas mal de communautés. Il y a une forte communauté chinoise.
une communauté indienne, il y a une communauté jamaïcaine qui est très 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 présente à Toronto. Du coup, ils ont même aussi des quartiers qui leur sont plus ou moins réservés, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, il y a quoi comme genre de communauté? Je sais qu'il y a beaucoup de Jamaïcains là-bas, beaucoup de Nigérians également, je crois. Et c'est ça, pas mal. La communauté haïtienne est plutôt basée à Montréal. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de Nigérians à Toronto. Ouais, j'ai une vision un peu plus monolithique du pays. Et du coup, toi, tu traînes avec qui? Quel genre de gens? Alors moi, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. J'ai une très bonne amie qui est russe, par exemple. Russe, c'est noire ou blanche? Comment? Elle est noire ou blanche? Elle est blanche. D'accord. Ouais, elle est blanche. Après, j'ai des amis nigérians, j'ai des amis jamaïcains. Comme je le disais, c'est un peu l'incontournable là-bas. Principalement ça, ouais. Et puis quelques Français aussi. Dans la sauce. Dans la sauce, exactement. Et donc, tu travailles dans une agence digitale, c'est ça? C'est ça, de marketing digital, oui. Et à côté de ça, donc, tu es publiciste, tu es représentant? C'est ça, d'artistes noirs, peintres et photographes. D'accord. Alors, les gens, c'est toujours surprenant quand je précise noir. Ils comprennent pas trop pourquoi. J'ai rencontré une curatrice récemment à Paris, donc je lui ai expliqué. Elle me dit, mais en fait, vous cherchez des mannequins, c'est ça? Je dis, non, mais pourquoi? Quand on cherche des noirs, c'est pour leur physique, c'est pour leur apparence. Donc c'était assez drôle. Je sais pas si ça faisait partie d'une de tes questions, mais la raison pour laquelle je me consacre uniquement aux artistes noirs, parce que c'est vrai qu'à Toronto, en tout cas, il y a une sous-représentation de ces personnes-là. Et puis, moi, avant de me lancer, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'artistes locaux. Tu faisais déjà ça en France avant de le faire à Toronto? Non, en France, j'ai travaillé en RP, donc notamment pour la maison Hermès, mais ça avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Tu as commencé à Toronto. Exactement, donc j'ai commencé à Toronto, et c'est vrai que oui, donc de par les discussions que j'avais avec les différents artistes que je rencontrais, la chose qui revenait le plus souvent, c'était moi, si tu veux, moi j'aime beaucoup ce que je fais, mais le problème qui se pose, c'est que généralement on me demande de diluer un petit peu mon art, et moi je trouvais ça un petit peu injuste, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire par diluer? Diluer dans la mesure où faire en sorte que leur art soit compréhensible et recevable pour des personnes non racisées. D'accord. Voilà. Alors, quel genre d'artiste, du coup, tu représentes pour l'instant? Alors, moi, là, je travaille avec une jeune fille qui est d'origine jamaïcaine, justement, donc Melissa Falconer, qui fait du black pop art. Donc voilà, c'est un art, si tu veux, qui est beaucoup qui met en scène beaucoup, plutôt la culture afro-américaine, ce qui peut être problématique à Toronto en l'occurrence, parce que c'est vrai qu'ils sont dans une logique de retour, si tu veux, aux origines africaines. Ouais. Et le fait, si tu veux, de travailler plutôt sur la pop culture américaine, pour eux c'est un peu antagoniste. Moi je trouve ça quand même assez intéressant, parce que si tu veux, ça reste quand même une culture noire, donc tout aussi légitime selon moi. Donc voilà, c'est principalement ce que Melissa fait. On travaille sur des expos ensemble, on travaille sur des expositions médiatiques, faire en sorte que voilà, à Toronto et ailleurs, qu'on sache un petit peu ce qu'elle fait, voilà, ce type de choses. D'accord. Ouais. On a déjà parlé pas mal dans le chip, pas mal, non, c'est un grand mot. On a déjà parlé dans le chip du milieu artistique, mais plutôt de manière un peu transversale. Kevin notamment avait pas mal évoqué la question des artefacts africains volés pendant la colonisation et qui sont maintenant empruntés, excuse-moi. Comme à la bibliothèque. À durée indéterminée. C'est ça. Dans des musées en France. Clairement, en France, il y a un problème également de standards et de représentation dans le milieu artistique. Là, je parle d'artefacts, mais on parlait notamment aussi, Mélanie parlait de cette exposition consacrée, la première de son genre consacrée à un artiste noir, un Sud-Africain. Comment il s'appelait déjà, Mélanie? J'ai oublié son nom m'échappe, mais c'est le peintre le Point Noir qui se faisait appeler le Point Noir par les racistes. À Beaubourg, à Beaubourg. Ouais. J'y ai été en plus, j'ai oublié le nom. J'ai plus le nom. Mais bon, tout ça pour dire qu'en gros, c'était la première fois que le musée Beaubourg organisait une rétrospective consacrée à un artiste noir. Donc,
Tout ça pour dire qu'on a... Il y a eu des trucs sur les Afro-Américains, mais là, je crois que Jamais c'était... africain. Africain. Okay. Donc, bref, on a vite fait parler de problèmes de représentation. Est-ce que dans le milieu, du coup, de Toronto, le milieu artistique, est-ce qu'il y a les mêmes problématiques? Est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés pour promouvoir tes artistes là-bas? Ah oui, complètement. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant, dès le départ, d'avoir une idée claire des cibles qu'on souhaite atteindre. Après, ce qui est intéressant à Toronto, c'est qu'il y a un réel, comme je disais déjà tout à l'heure, il y a une volonté de redécouvrir, si tu veux, un petit peu ses origines. Donc, il y a une réelle entraide entre les personnes de la communauté noire là-bas. Il y a même un musée qui, pour le coup, ne représente que des artistes noirs à Toronto. Et ce qui est assez inédit, parce que c'est quelque chose qui est rattaché au ministère de l'éducation, non, de la culture, pardon. Et donc quelque chose d'officiel, et puis c'est pleinement assumé. Alors que je pense que quelque chose comme ça ici en France, je ne sais pas trop. Là, on aurait la couverture de Valeurs Actuelles aussi. Je ne sais pas trop comment ce serait reçu et perçu, mais c'est sûr que oui, on rencontre les mêmes problématiques, que ce soit en France ou au Canada, enfin en tout cas à Toronto. D'accord, t'as déjà eu des difficultés à faire. Non, pour l'instant, non. Et en fait, si tu veux, moi, la chance que j'ai, c'est que je viens de Paris, je viens de France, donc si tu veux... T'es perçu comme un Français. Exactement. Donc du coup... C'est un vrai avantage. C'est un réel avantage. C'est un réel avantage. C'est un peu comme ce que tu racontes, Kevin, dans les visites, que en fait, les Afro-Américains qui arrivent à Paris sont perçus comme des Américains avant d'être perçus comme des Noirs. On préfère les Noirs d'ailleurs. Du coup, tu t'es pas mangé de porte à proprement parler, mais ça, j'imagine que le fait que tu travailles qu'avec des artistes noirs, bon déjà, j'imagine que c'est une démarche délibérée, mais surtout, ça influe aussi la façon dont tu façonnes leur positionnement. Bien sûr. Comment tu fais? Et en fait, si tu veux, sachant que la notion de communauté, c'est quelque chose qui est quand même relativement accepté là-bas. Donc forcément, lorsque tu en parles, même si les personnes sont un petit peu, même si ça dérange un petit peu, elles te le diront pas clairement. Et puis il y a ce côté aussi où là-bas, enfin en tout cas à Toronto, encore une fois, je précise, j'ai tendance à dire, tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon avec des gens, donc ils vont pas réellement te dire le fond de leur pensée. Et pour répondre à ta question, en ce qui concerne le positionnement de l'artiste, ça, parce que tu fais la com de ces artistes, donc tu dois j'imagine les promouvoir, mais comme tu disais, sans diluer leur art, mais en même temps tu dois quand même les rendre bankable, marketable, en fait. En fait, ça dépend de mon interlocuteur. C'est vrai que si c'est plutôt une personne noire, ça va se faire de façon assez fluide. Et puis je vais parler assez ouvertement de ce que moi je fais, de ce que l'artiste fait. Et puis voilà, si au contraire c'est une personne blanche, donc forcément tu fais un petit peu attention aux termes que tu choisis. Code switch. Exactement. Tu fais un petit peu plus attention aux termes que tu choisis et à ce que tu vas mettre en avant puisque d'accord. Kevin, autre chose, quoi. Ouais, moi j'ai une petite intervention, je sais pas si je vais te marcher sur... non, vas-y. Cette idée que les communautés sont acceptées, c'est cette idée que justement le Canada est un pays d'immigrés, qu'il y a une forme de tolérance. Souvent on présente le Canada comme un Eldorado, par exemple, pour ceux qui veulent fuir le racisme, puis la ségrégation, etc. Beaucoup de gens de la diaspora autour du monde veulent aller au Canada. Et puis beaucoup de gens aujourd'hui de la diaspora qui veulent aller au Canada. Toi, donc, tu réalises ce rêve canadien. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus sur... Est-ce que le rêve est aussi vrai que... Alors, je pense que c'est au cas par cas. Ouais. C'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de ton background, ça dépend de l'industrie dans laquelle tu souhaites évoluer. Mais c'est sûr que, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que peu importe justement ton background, on va te donner tes 15 minutes de 15 minutes of fame, comme ils disent, et c'est à toi de montrer ce que tu vaux. Et puis, en fonction de cela... voilà, des choses se font ou elles ne se font pas. Mais de là à dire que c'est un Eldorado, moi, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Parce que je pense que moi aussi, je partage un peu la vision de Kevin, en tant que noir, mais aussi en tant que français, parce qu'il y a beaucoup notamment de Français qui émigrent vers le Canada francophone. Et donc, c'est vrai qu'on a cette idée, cette image un peu, ce stéréotype d'une société multiculturelle un peu apaisée,
le Canada, c'est un peu c'est les avantages des États-Unis, tu vois, c'est la culture un peu nord-américaine, mais sans les extrêmes qu'offrent les États-Unis, tu vois, c'est le pays de Drake, c'est le pays de The Weeknd, c'est un peu la Belgique des States, finalement. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2017, lorsque Trump était en course vers la Maison Blanche, et que massivement, sur Twitter et les réseaux sociaux, les Américains disaient, de 2016. Oui, 2016. Il a été intronisé en 2017. Ouais. Donc, en 2016, et tous les Américains disaient, si jamais il est élu, je file au Canada. Et Trudeau disait, non, au contraire, il disait venez. Mais en gros, on a cette image un peu du Canada, d'un pays très piste. Alors pourtant, il y a également, il y a une histoire coloniale. Il y a une histoire de colonisation et de terres volées aux nations indigènes. Il y a une abolition, de l'esclavage qui date de 1833. Ils ont des problèmes également de violence policière. Ils ont leur propre Eric Garner, leur propre Philando Castile. Je pense notamment à Andrew Loku, qui était un père de famille de 47 ans, tué par la police en 2015, et qui a un peu lancé le mouvement Black Lives Matter au Canada. Qui est né à Toronto d'ailleurs, la branche canadienne. Je connais d'ailleurs quelques-uns des fondateurs. Des fondateurs, oui. Des fondateurs. Fais attention quand tu sors là-bas, parce qu'apparemment il y a une étude de la commission des droits humains de l'Ontario qui dit que les Noirs à Toronto ont 20 fois plus de chances d'être tués par la police. Ah, sympa. Donc, bref, on va dire que le Canada a ses propres problèmes et qu'on a tendance, je trouve, dans l'inconscient collectif, à les passer sous le tapis. C'est clair que par rapport à leurs voisins, ils font figure de bon élève, j'ai envie de dire. Quoi. C'est ça. C'est un peu les gentils. C'est le contraste, quoi. Ouais. Et cette image d'Épinal, elle a un petit peu explosé, pour la énième fois, avec l'affaire Justin Trudeau. Et son blackface. C'est toujours la question qu'on doit se poser quand on fait une erreur. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Pourquoi est-ce qu'on pensait que c'était une chose qu'on pouvait ou devait faire? En réalité, que ça ne l'était pas, mais je ne comprenais pas en ce moment-là le privilège que j'avais de ne pas avoir été discriminé pour mon identité, la couleur de ma peau, ma religion, que j'ai pas eu à vivre avec l'intolérance que bien trop de gens, même dans un pays ouvert et respectueux comme le Canada, doivent vivre. Justin Trudeau, le mec, on est en pleine campagne législative là-bas. C'est vrai que ça pouvait pas mieux tomber. Et il y a ça qui sort. Comment t'as des potes là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait, peut-être, on peut dire. Oui, bien sûr. Et il a été grillé avec un blackface. Tu peux nous en dire plus, Mel? Ouais, il y a une photo en fait qui a refait surface de lui il y a une dizaine d'années où il a 2001. Donc c'était encore plus ancien, où il porte un brown face. En fait, il est déguisé en Aladdin pour une soirée à mille et une nuits. Ouais, soirée arabe. Soirée arabe. Et donc effectivement, c'est malaisant parce que c'est censé être le candidat libéral, ouvert sur le monde, antiraciste et tout. Et en fait, t'apprends que comme beaucoup de personnes blanches, il a fait des blackface, des brown face. Et la photo est sortie. Il a dit, je l'ai fait un aussi avant dans un spectacle au lycée. Il faisait D.O., il fait Harry Belafonte. Putain. Ouais. Non, justement, je crois qu'il y a une première photo qui est sortie. On lui a demandé s'il y en avait d'autres. Il a nié. Et c'est après coup que les deux autres sont sortis. C'est pour ça que... Voilà, et quand il a été mis au pied du mur, et c'est ce qui a un peu rendu les médias locaux, je disais des articles hier, complètement dingue, c'est que lorsqu'on lui demande combien de fois est-ce qu'il a fait du blackface ou du brownface, il a un peu il dit je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. L'angoisse. À chaque Halloween. Ça se trouve. Ouais, il y a une vraie dissonance cognitive, je pense. Ouais. Alors comment est-ce que les gens autour de toi au Canada, à Toronto, tes potes ont reçu cette affaire? Comment ils l'aperçoivent? Assez mal, dans la mesure où c'est vrai que Justin Trudeau, c'était un petit peu la personne qui les représentait le mieux, quoi, tu vois, parce que il est quand même par rapport aux communautés, c'est vrai qu'il est très ouvert, par rapport à cela, c'est quelque chose dont il parle souvent en disant, voilà, c'est la richesse de Toronto et la richesse du pays aussi de façon globale. Donc il y a une grosse déception. Donc les gens croyaient quand même en lui de base déjà. Oui, clairement. Il est vraiment aimé là-bas. Oui, clairement. Mais je pense qu'il est aimé aussi parce que, si tu veux, ils ont d'autres... Il n'y a pas d'autre option, quoi. C'est ça, quand tu vois ce qu'il y a en face, des vieux conservateurs hyper racistes. C'est ça.
Donc oui, très 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 grosse déception par rapport à cela. Mais en termes d'engagement politique, j'ai l'impression que nous, on est quand même beaucoup plus avancés ici, à Paris ou en France, oui, plutôt qu'à Toronto. En tout cas, tu veux dire c'est ça, de par mon entourage. Les gens s'intéressent un peu moins. À la politique. Ouais. Mais la France, c'est plutôt réputé comme un pays où les gens parlent de politique, s'intéressent à la politique, connaissent leur gauche. Nous, de leur on est droite. quand même dans une situation avec les gilets jaunes, tu vois, ça dure. Enfin, Macron, les gens. C'est un pays politisé où les gens descendent dans la rue tout brûlés quand il y a un truc qui va pas. Quoi. Et les touristes en parlent, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Alors que là-bas, c'est plus dépolitisé. Oui, un peu plus. Après, c'est selon mon expérience à moi, quoi. Ton expérience d'extérieur. Quand on s'est vu l'autre jour, tu me disais que avant même d'arriver à Toronto, même ici, quand tu croisais des personnes noires dans la rue, tu faisais the nod. Le nod, oui. Et tu te prenais des vents. Je me prends des vents à Paris. Ouais, à Paris, les gens ils font rien. Je me prends des vents à Paris. Alors qu'à Toronto, c'est quelque chose qui se fait c'est comme un devoir, quoi, si tu veux, presque. C'est vrai que hocher la tête quand tu croises une personne noire. Exactement. Et homme ou femme, ça marche les deux. Avec les femmes, c'est un peu plus compliqué parce c'est ça, parce que voilà, pourquoi il y a l'hétérosexualité entre les deux qui gêne. C'est ça. Mais et puis quoique même avec des hommes, parfois ça peut être. Moi j'ai déjà ressenti, notamment ici à Paris d'ailleurs. Je me souviens. C'était il y a quelques jours quand je suis revenu. J'ai regardé avec insistance un jeune homme qui passait parce que j'attendais de capter justement son regard. Pour faire le nod. C'est ça. Et donc il se retourne. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Qu'est-ce que tu veux? Bienvenue à Paris. C'est ça. J'ai reçu il y a quelques semaines un journaliste américain, nord-américain de la NPR, Gene Demby. Et sur son compte Instagram, en fait, il disait ça, qu'après la discussion qu'il avait eue avec nous, qu'il comprend pourquoi, première fois en vacances à Paris, il se prend des méga vents quand il croise d'autres hommes noirs et qu'il leur fait un petit geste de la tête et que les mecs le regardent, je suis pas ton pote. Tu vois donc oui, intéressant. Donc le Canada penche du coup de ce côté-là culturellement, sans grande surprise. Oui. À Toronto, en tout cas, c'est complètement. Donc, tu dis que les gens sont plus dépolitisés là-bas, mais peut-être qu'ils sont politisés d'une autre manière. D'une autre façon. Dans la culture. Ouais, c'est ça. Pour moi, ce que je comprends de ce que tu me disais l'autre jour, c'est que il y a une forme de solidarité un peu instinctive entre les différentes communautés noires à Toronto qui pour moi est intrinsèquement politique en fait. Le fait que moi quand je croise un noir ici à Paris, je suis pas en mode peace brother, tu vois, alors que là-bas il y a cette espèce de conscience collective. C'est ça. Après ce qui est intéressant aussi, c'est de demander pourquoi est-ce que ces personnes sont dépolitisées. Est-ce que c'est un système qui fait en sorte d'inclure justement ces personnes-là? Oui. Enfin, pourquoi il y a un désintérêt de la politique chez certaines personnes, en tout cas là-bas. Et tu penses que du coup, ça va pas gêner? Enfin, est-ce que les gens que tu connais vont voter pour Trudeau? Je pense pas. Suite au blackface. Oui, je pense que ça risque vraiment de lui porter préjudice. Ah ouais. Ouais, je pense. J'ai envie de continuer à comparer nos noirs et nos blancs. Il y a quelques temps, on avait parlé, notamment c'est Kevin qui avait parlé de ça. C'était une pub qui avait fait pas mal de scandales. Un site de test ADN qui s'appelle Ancestry.com, qui a une branche canadienne, Ancestry.ca, et qui donnait une vision un peu romantique de l'esclavage. Où c'était un couple mixte, c'est ça, Kev, qui Ouais, c'était ça. C'était donc dans le spot se passerait au milieu du 19e siècle aux États-Unis, et donc c'est un couple, un homme blanc et une femme noire qui s'appelle Abigail, et l'homme blanc dit Abigail, suis-moi, on va partir dans le nord ou vers le nord, on va passer la frontière, marions-nous, etc. Et le retour avait été très négatif parce que ce qui est important de préciser, et tu l'as fait, c'est que la pub était pour le marché canadien, mais qu'ensuite elle a touché les States. Le marché américain, et que les Américains ont mal réagi, enfin
en disant que c'était romantisé romancé, pardon, oulala, je reprends, que c'était romancé l'époque de l'esclavage et ignorer beaucoup de dynamiques assez toxiques qu'il y a dans les relations sexuelles blanc-noir à l'époque de l'esclavage, et avec aussi cette espèce de mythe d'un Canada, terre de liberté, où il n'y a pas de racisme, où historiquement il y a le Underground Railroad avec Harriet Tubman, etc. Qui faisait passer les esclaves. Voilà, donc ça veut dire que ce pays n'est pas raciste, et en fait je pense qu'il y a tout est tellement très relatif. Je sais plus qui disait que en fait le Canada a l'air sympa, en fait parce que c'est les voisins des États-Unis. C'est exactement ça. C'est en comparaison à leurs voisins. Quoi. Donc voilà, cette histoire de la race, du racisme, du colonialisme, d'un passé, en fait, c'est un pays riche du Nouveau Monde, donc avec toute cette dose de ceci est ma terre, c'est Dieu qui me l'a donné, dégagé d'ici pour les nations premières. Est-ce que tu vois ça, toi, ces dynamiques-là dans ton expérience Clairement. Et puis on en parle beaucoup. C'est-à-dire que je reviens encore une fois sur cette notion de communauté, parce que c'est là ça peut être trompeur en fait de se dire voilà, il y a des communautés qui sont là, qui sont acceptées, on leur accorde certains espaces, mais pour moi c'est vraiment en superficie, tu vois, selon les discussions que j'ai pu avoir. Il y a quelque chose qui est intéressant avec les natifs, c'est que généralement pour plein d'événements, au début de l'événement, il y a une sorte de acknowledgement du fait que voilà, c'est ça, que nous sommes sur des terres qui étaient possédées avant par des natifs, et enfin voilà. Donc il y a un node qui est fait en ce sens-là, mais non, les problématiques sont toujours vraisemblablement présentes, quoi. J'ai vu une sorte de mini-film assez édifiant qui date des années 90. En fait, ils ont une émission là-bas qui s'appelle Heritage Minutes, les minutes du patrimoine. Et donc, ce sont des mini-films historiques qui résument des épisodes importants de l'histoire du Canada. Oui. Et donc, il y en a un, justement, qui était dans un article qui rebondissait sur la polémique avec Ancestry.ca. Qui raconte justement l'épisode des railroads, donc ces fameux chemins souterrains par lesquels notamment Harriet Tubman et des centaines de milliers d'esclaves afro-américains ont fui. Et donc je vous résume un peu le truc, parce que si en audio vous comprendrez pas tout ce qui se passe, mais en gros vous imaginez, il y a une esclave afro-américaine qui s'appelle Elisa, qui est là avec son frère, et donc elle est hébergée chez des femmes blanches libérales qui les ont généreusement accueillies, parce qu'évidemment les blancs canadiens sont des bons blancs, sont gentils, et en fait ils attendent leur père qui a également fui les États-Unis et qui doit les rejoindre, sauf qu'en fait le père prend du temps à attendre, et donc forcément Elisa a peur que son père ait été pris par les propriétaires d'esclaves et qu'il soit mort, tout simplement, qu'il n'ait pas réussi à passer la frontière. Et finalement il arrive à la fin, et donc ils font "We're free, it's Canada". Écoutez ça. Pa should have been here by now. He's 3 hours late already. Pa ain't gonna make it! One of them slave catchers got someone to help, and I just know Liza, you both made it past the border yesterday. We've all done this before. He's our pa. He'll be here. Come, let's pray. No more praying. Liza! Liza! Between 1840 and 1860, more than 30,000 American slaves came secretly to Canada and freedom. They called it the Underground Railroad. Lisa! Pa! We're free! Yes, Pa, we're in Canada! On dirait la parodie dans Insecure, là, où il y a un mec qui fait I hate slavery. Donc, je voulais juste passer cet extrait pour montrer à quel point également au Canada, la conscience collective, on va dire, a été whitewashée, a été reconfigurée, on va dire, par la culture populaire. Et donc finalement, même si on voit le Canada comme une société très multiculturelle et très accueillante, ils ont un peu la même histoire et la même culture que la France d'aveuglement à la race et de naïveté. Et c'est pour ça que je voulais te demander à quoi ils ressemblent en fait vos blancs là-bas. Est-ce que tu vois les mêmes syndromes, on va dire, de
tu sais, la color blindness, la fameuse Qui color te blindness. disent que la colonisation c'était génial. Enfin, peut-être pas là. En plus, t'es le seul dans l'agence de marketing où tu travailles, t'es quasiment l'une des seules personnes noires, c'est ça? Non, il y a quand même, il y a quelques noirs, D'accord. mais qui sont pas, voilà, qui viennent des îles. Et c'est vrai que du coup, le rapport à la blackness et à l'africanité est complètement différent. Mais excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. Il ressemble à quoi tes blancs en fait? Putain, cette question. N'est-ce pas? Je dirais pas qu'il y ait une grosse différence avec le blanc lambda de France, dans la mesure où ce rapport au color blindness, il est même encore pire là-bas. Il est même encore pire parce que si tu veux, le racisme est très subtil alors qu'il peut être très ouvert ici. Enfin voilà. On s'est détendu du slip ici depuis quelques années. Ouais. Bon voilà. Donc ce serait la principale différence, c'est qu'encore une fois tu sais jamais vraiment ce que pense la personne réellement. Donc il y a des choses qu'il faut même pas du tout il faut pas du tout en parler. Et ils ont même pas la même frontalité que les Américains. Non. Ils sont pas du tout. Ils ont beaucoup de difficultés avec la confrontation de façon générale. Donc du coup les sujets qui mettent mal à l'aise comme ça, il faut. C'est un faux pas. Il y a un truc justement dont je voudrais parler, c'est la question de l'accent, le rapport à la francophonie de façon plus générale. Alors toi, tu es dans l'Ontario qui est anglophone, même s'il y a des minorités francophones un peu partout. Quelque chose qu'on rencontre souvent, tu parlais des gens qui viennent des îles, etc., c'est en France, à Paris, un rapport très méprisant et très ouvert, très naïf à l'accent. C'est-à-dire, on va pas vous donner ce rôle ou cette position, ce stage ou ce boulot à cause de votre accent martiniquais, etc. J'ai l'impression que tu parlais d'être un peu plus subtil dans le racisme au Canada. J'ai l'impression que en Angleterre et probablement au Canada, on ne dirait pas ça à quelqu'un en fait de façon aussi ouverte. Ah ben ton accent il est bizarre. Est-ce que je me trompe? Ah oui, enfin t'as complètement raison. T'as complètement raison parce qu'encore une fois, c'est une question de bienséance quoi. Il y a des choses qui ne se disent pas et puis tu sais jamais comment l'autre va réagir. Non, donc oui, effectivement J'ai été contacté il y a quelques mois par une femme canadienne francophone de l'Ontario et pendant tous les échanges par mail, ça s'est fait en anglais et quand on s'est rencontrés, je me suis rendu compte qu'elle était francophone. Je lui ai dit mais pourquoi vous me parlez en anglais? Elle me dit mais je sais que vous êtes français, que les Français se moquent beaucoup de notre accent que vous aimez pas, donc je me suis dit qu'on allait faire l'échange en anglais, que pour vous ça allait être moi je suis martiniquais, leur histoire de machin ça me parle pas. Et puis il y a pas de souci à avoir là-dessus, mais ouais, j'imagine que les Français du coup doivent avoir une très mauvaise image. C'est drôle parce qu'on est très réputé pour ça. Pour être des connards. Je te laisse le choix du terme, mais en tout cas c'est vrai que quand tu discutes avec des Canadiens anglophones qui te racontent un petit peu leur expérience à Paris. Anglophone, oui. Okay. Ce qui revient souvent, c'est je suis allé dans une boulangerie, j'ai essayé de choisir un petit peu ce que je voulais en français. J'ai eu le malheur de mal prononcer le terme et tout de suite la personne qui est en face les reprend ou se met à parler en anglais. Tu vois. Donc c'est vrai que oui, effectivement. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou qu'est-ce que t'as appris qui t'a le plus marqué de la diaspora noire au Canada? Ce qui m'a le plus marqué, c'est encore une fois cette connexion presque instinctive qui se fait lorsque tu rencontres une personne noire. Et oui, donc c'est quelque chose de très marqué. Et ça me fait penser, ça me fait me dire que voilà, qu'il y a des personnes qui veulent vraiment faire changer les choses et qui travaillent pour cela, quoi. Et ça me fait penser aussi au livre de Why I'm Not Longer Talking to Régnier Dolodge. Exactement. Qui dans je crois que c'est à la fin du livre, elle dit que ce qui est important, c'est pas nécessairement, si tu veux, la taille de ce que tu vas entreprendre pour pouvoir faire justement avancer, changer les choses, mais que ça passe aussi par des petites choses et qui sont ces toutes petites choses, si tu veux, mises à côté l'une de l'autre, qui font qu'on arrivera vers ce changement qu'on attend tous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très palpable, en tout cas, dans mon entourage à Toronto. C'est la première fois que tu rentres en France, en plus, depuis que tu es là-bas, c'est la première fois que j'entre en France, oui, depuis que je suis là-bas. Est-ce que du coup, il y a des choses par rapport à la diaspora ici, ou par rapport même à la société française plus généralement, que tu vois de manière totalement différente, maintenant que tu t'es un peu nord-américanisé? Complètement. Moi, avant de partir, c'est vrai que
toutes ces problématiques-là, ce sont des choses auxquelles je m'intéressais déjà, mais j'avais pas nécessairement conscience du fait qu'il y avait des personnes derrière qui agissaient et qui faisaient des choses dans ce sens-là. C'est vrai que de revenir avec les différentes expériences que j'ai pu avoir, ces différentes perceptions, et de voir que oui, en effet, il y a des personnes qui œuvrent derrière, c'est bien, quoi. Ouais, non, c'est bien. Quand je regardais un peu le paysage des médias et des plateformes d'expression au Canada, notamment des personnes noires, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont... il y a beaucoup de sites, il y a Buy Blacks, il y a Black in Canada, il y a plein de choses. Ouais. On attend encore d'avoir ça. On en a quelques-uns en France, ça commence à bouger un petit peu, j'ai l'impression quand même. C'est vrai que c'est pas... Il y a le chip surtout. Non, mais ça reste minoritaire. En revanche, je ne sais pas à quel point la notion d'entraide entre personnes noires est développée ici versus Amérique du Nord. Tu vois, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je pense que, en fait, ici, on n'a pas nécessairement cette conscience de communauté. En fait. Donc, mais est-ce que tu as des plateformes, des personnalités, des podcasts peut-être aussi Drake sur la Black, à part Drake et The Weeknd. Justin Bieber. Est-ce que tu as des médias, des gens ou des choses à nous recommander sur la blackness au Canada pour les gens qui s'intéressent justement à ça et qui veulent en savoir plus et qui ont peut-être envie de migrer comme toi? Moi, il y a des groupes Facebook, il y a pas mal de groupes Facebook qui pour moi étaient un bon départ, tels que, je ne sais pas, moi, Black in Toronto, sont des choses, c'est une plateforme assez intéressante qui va vraiment, si tu veux, c'est quand même assez orienté business. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux monter, tu veux entreprendre quelque chose et que tu cherches des personnes qui pourront potentiellement t'aider dans ce sens-là, voilà, tu poses ta publication, ça te permet de rencontrer des personnes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes. Et généralement, les gens sont assez ouverts, donc faut pas hésiter à les contacter directement, ne serait-ce que pour un petit café, qu'elles soient noires ou blanches d'ailleurs. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est ancré dans la culture là-bas. Donc voilà, moi principalement, je dirais qu'Instagram, c'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus. Il y a des gens en particulier qu'il faut suivre. Des gens en particulier qu'il faut suivre. Drake. À part Drake et The Weeknd. Non, j'ai pas réellement de noms là qui me viennent. On peut suivre des artistes aussi. Exactement. Donc t'as déjà, l'artiste dont je parlais tout à l'heure, Melissa Falconer. Elle s'appelle comment sur Instagram, donc Melissa Falconer. Non, j'ai pas vraiment de noms là qui me viennent tout de suite, mais c'est vrai que généralement ça se fait, c'est en aiguille, quoi. Tu suis une personne et puis tu retombes sur une autre personne. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as l'intention de rester, est-ce que pour toi le Toronto, est-ce que c'est un projet de très très long terme ou est-ce que tu as déjà une date de retour ou comment ça va se passer je pense y rester encore quelques années parce que pour mon activité de publiciste, il y a un réel besoin là-bas parce qu'en fait, si tu veux, sur le long terme, moi mon objectif c'est de représenter des artistes donc qui sont basés à Toronto, ici à Paris et inversement, mais aussi des artistes basés dans certains pays d'Afrique à Paris et à Toronto. Et c'est vrai que c'est assez porteur, en tout cas, d'être là-bas, parce que quand tu reviens ici, tu reviens avec si tu veux, une vision assez fraîche par rapport à celle d'ici et vice versa. Donc, pour l'instant, encore quelques années, et puis je verrai là où ça me mène. Alors, les recommandations pour cette émission, moi j'ai une petite recommandation de filmique, puisqu'il s'agit d'un court film d'un quart d'heure qui s'appelle Afronauts, réalisé par Notama Bodomo. Alors c'est une réalisatrice ghanéenne qui est basée à New York, donc on est sur un projet très diasporique, et en fait ça parle du projet d'une expédition scientifique zambienne en 1969. En fait, en 1969, la Zambie a voulu battre les États-Unis et mettre le pied sur la Lune en premier avant eux. Donc voilà, on fait spatial du coup. Exactement. Donc on fête en fait les 50 ans du premier pas sur la Lune. Donc je trouvais ça intéressant de regarder ce film. Donc le film, c'est une courte fiction donc inspirée de ces faits réels et c'est assez. Je m'attendais à un truc très presque documentaire, et en fait pas du tout. C'est un film avec une esthétique, déjà c'est en noir et blanc, mais un noir et blanc très clair, presque argentique, qui est très esthétique, et en fait tout est présenté avec un point de vue très
j'ai envie de dire artistique, mais ça veut strictement rien dire. Mais voilà, il faut voir quelque chose comme pas du tout ancré dans la réalité, très poétique finalement. Et donc voilà, c'est un petit film de 15 minutes qui devrait normalement donner lieu à un film longue durée, parce qu'en fait le Afronaut il est sorti genre en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Donc le vrai film est encore en cours de projet, mais en tout cas c'est un projet très intéressant qui offre aussi une forme de décentrage sur la façon dont les Africains se représentent eux-mêmes. C'est assez cool, et je vous invite également, je me le mettrai de toute façon en lien, à lire l'interview de Notama Bodomo sur le site Africa is the Country, que décidément c'est un de mes sites anglophones favoris. Donc je vous mettrai tout ça en lien, et franchement, allez-y quoi. Alors moi de mon côté, on parle de 15 minutes. Moi en ce moment je joue beaucoup aux Sims 4. C'est ma grande passion. J'ai logué un peu 200 heures ces derniers mois selon les stats du jeu. Quand même. Et je réfléchis du coup pas mal aux dynamiques en fait de jeu. Ça me passionne un petit peu. Et ça m'a rappelé un épisode du podcast Reply All, donc le podcast de Gimlet Media dont on parle assez souvent. C'est l'épisode 129 du podcast qui est produit par Wallace Mack, qui travaille également sur le podcast The Node. Du coup, on en a parlé, qui est le podcast afro de Gimlet. Et donc Wallace Mack, il est passionné spécifiquement par les utopies et les utopies noires. Okay. Et il fait tout son épisode sur le fait que les Sims peut être une utopie noire. Et en fait, il présente Autumn, donc qui est une jeune femme qui est la protagoniste de l'épisode, une jeune femme afro-américaine qui a perdu sa grand-mère, et elle raconte comment, grâce aux Sims, elle a entièrement recréé la maison de sa grand-mère, elle a mis sa grand-mère dedans pour pouvoir passer du temps avec un avatar virtuel de sa grand-mère après qu'elle soit décédée, et ça l'a aidé à faire son deuil. Donc, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant parce que les Sims, de loin, on peut penser que c'est un jeu ennuyeux, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme un espèce de cellule de soutien psychologique. Ça a un effet vraiment apaisant, rassurant, en fait, les Sims. Et c'est un épisode intéressant, ce podcast, parce que ça m'a fait découvrir les Black Simmers. Donc les Black Simmers, c'est une communauté de joueurs noirs, donc afro-américains, afro-descendants, qui créent du contenu sur mesure pour pallier l'absence des objets et des outils en fait spécifiques pour les Sims noirs. Parce qu'en fait, les Sims, c'est un jeu qui est fait par une société blanche, quoi. Et du coup, il y a vraiment, par exemple, les teintes de peau qui sont gris, il n'y a pas les coupes qu'on a en vrai dans la vraie vie. Donc, il y a toute une communauté qui s'est créée, notamment sur Tumblr et des forums. Et ces Simmers-là créent vraiment des coiffures avec des tresses, des fades un peu comme toi, Takevi, des afro-puffs, des nattes collées, des wigs, et surtout des teintes de peau qui sont pas grises, en fait, qui sont les vraies teintes de peau des personnes noires dans la vraie vie. Alors, il y a aussi des meubles, des posters, de la décoration, des vêtements traditionnels africains, des plats que les Sims peuvent préparer, donc des plats typiques africains, de la musique, parce que les Sims écoutent de la musique, des danses, des tatouages, des piercings, des types de nez, de nez et de bouche, en fait, typiquement afro. Donc la culture afro-américaine est vraiment beaucoup mise en avant dans cette communauté-là, mais il y a aussi la communauté africaine. Donc ça, je trouve ça cool, vraiment, des tissus, des motifs africains qui sont mis en avant par les Black Simmers. Et je trouve aussi que c'est intéressant que les créateurs les plus actifs de cette communauté soient des créatrices, en fait. On sait que les Sims, c'est un jeu qui est joué par beaucoup de femmes. Et donc là, c'est des femmes noires, en fait, qui fournissent ce contenu. Et je trouve que c'est cool. Elles le font gratuitement parce qu'en fait, on peut le custom content, c'est quelque chose qu'on peut créer gratuitement via Internet et le mettre en ligne. Et c'est pas du tout VT par Electronic Arts. Donc en fait, on peut vraiment se donner une liberté complète et totale. Donc il y a une ressource que j'ai envie de donner pour les gens qui nous écoutent et qui jouent aux Sims. J'ai pensé à vous, theblacksimmer.com. C'est créé par Amira Vergil qui propose aussi un mélanine pack pour commencer à jouer avec des différentes teintes de peau. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial et je trouve que ça montre bien comment la communauté noire, qui est souvent en fait sous-représentée même dans des jeux vidéo et tout, s'empare du truc et le fait en fait le modèle un peu à sa manière et s'apporte. Et dans l'épisode de Reply All, elle en parle, elle dit par exemple, je sais que moi toutes mes copines chez leur grand-mère, on avait toutes la même horloge, enfin voilà, et donc j'ai créé cette horloge dans le jeu. Je trouve ça vraiment intéressant et ça montre qu'en fait les personnages arrivent à créer leur propre place où que ce soit, quoi. Donc je trouve ça cool.
Et moi, aujourd'hui, j'ai 2 recommandations, une en anglais et une en français. La première, c'est en anglais, donc le projet 1619. En fait, 1619, donc c'est un projet du New York Times. En août 2019, on commémorait les 400 ans de l'arrivée des premiers captifs africains sur les côtes de ce qui était à l'époque la Virginie, donc les colonies britanniques dans le Nouveau Monde. Et donc voilà, le New York Times met en avant l'héritage de la traite transatlantique. C'est un projet mené par une femme noire qui s'appelle Nicole Anna Jones. Il y a des articles avec des contributions de gens très talentueux et évidemment, il y a des podcasts. They say our people were born on the water. When it occurred, no one can say for certain. Perhaps it was in the second week or the third, but surely by the fourth, when they had not seen their land or any land for so many days that they lost count. Voilà, comme je vous le disais, ce projet met en avant, le New York Times cherche un peu à exposer les conséquences de l'esclavage sur l'Amérique d'aujourd'hui, et à travers les 4 premiers épisodes du podcast 1619, on voit les conséquences de l'esclavage sur des thèmes tels que la santé, la musique, l'économie. L'épisode sur la musique est vraiment très, très intéressant. Il est fait par Wesley Morris, le host du podcast Still Processing. Donc vraiment des trucs de qualité. Donc si vous avez le temps et que vous comprenez la langue de Shakespeare. Je trouve ça marrant qu'il y ait eu je sais pas si vous avez vu, mais quand ils ont annoncé le projet, il y a quand même eu un vrai backlash de la part de l'extrême droite qui dit que c'est biaisé, que c'est scandaleux de faire un truc autour de ça. Ah, ils font leur taf, hein. J'étais même sur l'histoire de l'esclavage, vous venez... Et puis la deuxième recommandation, ça va leur faire plaisir aussi parce que ça s'appelle Où sont les soldats noirs. C'est une vidéo YouTube de la chaîne YouTube du Monde. Fin août 2019, on commémorait les 75 ans de la libération de Paris. Et donc cette vidéo du Monde se pose la question très simple, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de soldats noirs à la libération, alors qu'on sait qu'une grande partie des forces françaises libres, que les forces françaises libres se sont en grande partie organisées depuis les colonies d'Afrique, que la capitale de la France libre pendant plusieurs années, ça a été Brazzaville, et que des dizaines de milliers de soldats de l'Empire, des indigènes, se sont battus pour la libération de la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on appelle un blanchiment. Et c'est un blanchiment qui a été voulu aussi bien par les troupes... un blanchiment qui a été voulu aussi bien par l'armée américaine que l'armée britannique et que l'armée française, parce que pour plein de raisons différentes, avec un peu des problématiques différentes, c'est-à-dire que par exemple l'armée américaine fournissait la résistance, etc., mais en disant voilà, on vous donne les meilleurs chars, les meilleurs avions, etc. Par contre, pas d'Africains à bord de nos chars, parce que si on laisse pas les mecs de l'Alabama monter dedans, on va pas laisser des Camerounais, désolé. Donc voilà. Tout de suite des Camerounais. Non mais c'était vraiment en l'occurrence c'était cet exemple-là. C'est bien parce que même pendant la guerre, c'est la fin du monde, faut survivre, mais quand même on reste raciste. On va quand même pas déconner. Et en fait, c'est fort. Il y a beaucoup de questions sur ce que la France doit à ses colonies, notamment pour la question de la libération. Quand on parle de la France qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est en grande partie aussi grâce aux colonies. Donc voilà, moi je pense que cette vidéo elle est d'intérêt public. Il y a un autre documentaire qui est beaucoup plus long qui s'appelle tout simplement Le blanchiment des troupes coloniales, qui avait été produit je pense il y a 2-3 ans par France 3, qui n'est plus officiellement visible en ligne mais qui disparaît de façon pirate sur YouTube. Donc il y a quelques semaines il y était. Et voilà, je pense que ce genre de choses là ça remet 2-3 notions historiques dans l'ordre, et puis en plus c'est assez court, en tout cas pour Où sont les Noirs, la vidéo du Monde. On vous mettra tout ça en lien. Merci. Alors, c'était le Chip. On revient dans 15 jours. Léonel, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Merci à vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, mon nom sur Instagram est Léonel, Leonel, L-M-E-Y-E-R. Donc, Léonel L. Meyer. Okay. Voilà. Vous pouvez aussi nous suivre, sur Twitter et sur Instagram, Mélanie. @le Chip Podcast. @le Chip Podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes vos applis de podcast habituelles.
Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut utiliser Pocket Cast, c'est devenu gratuit. C'est devenu gratuit. Donc là, je suis en train de déménager mes 12 708 podcasts que je suis sur Apple Podcast pour aller tester. C'est vraiment la meilleure appli. Pocket Cast. C'est ergonomique, c'est beau, c'est intelligent. Il te paye? T'as des parts ou pas? Mais non, c'est ça. Embauchez-moi, sponsorisez-nous. Enfin, je sais pas. En tout cas, vous pouvez nous laisser une review sur Apple Podcast. Oui. Mettez-nous 5 étoiles. On a lu les reviews là, on est allé faire un petit tour et c'est magnifique ce que vous laissez. Franchement, la force que vous nous donnez, ça fait zizir. Merci à vous tous. Cette émission est réalisée par Solène Moulin, à qui on fait des gros bisous. Bonjour Solène. Et coproduite par Binge Audio. À dans 2 semaines, les copains, les copines. Bisous. Bisous, bisous. Bye bye.